J'ai beaucoup réfléchi au sujet de ce qu'on comprend de toutes les mobilisations qui s'étaient déroulées pendant, pas seulement les dernières années, mais les 25 dernières années. J'ai lu aussi pas mal d'interprétations de ces crises, de ces mobilisations, des explications diverses. Je me suis concentré sur l'usage plutôt des étiquettes qu'on donne aux phénomènes pour essayer de les comprendre, mais aussi de les expliquer. Et donc, l'usage de ces étiquettes politiques démontre aussi une crise. La crise qui accompagne en fait la panne de ce qu'on appelle l'offre politique. J'aime pas cette métaphore du marché quand on l'utilise par rapport au phénomène politique. Mais l'offre politique fait penser à tous ces acteurs, dans la plupart des cas, acteurs des élites politiques, qui s'adressent au large public, à l'audience, pour demander son soutien. C'est ce qui se passe. Et ce qu'on appelle, et ce qu'on continue à appeler aussi démocratie représentative. Voilà. Un des étiquettes utilisées le plus souvent ces dernières années, c'est l'étiquette de populisme. Il y a énormément d'écrits sur le populisme. J'ai à côté ma collègue Anna Klösterman qui travaille davantage sur le populisme politique. Mais ce qui m'a interpellé est l'usage de ce terme comme un terme, genre terme bidon, qui essaie d'attraper tout, d'encadrer tout. On parle de populisme dans plusieurs perspectives différentes. C'est le synonyme, par exemple, d'une extrême droite nationaliste et xénophobe, eurosceptique et souvent raciste, anticapitaliste dans le discours, mais antisocialiste et antilibéral de même. On parle de populisme pour désigner aussi des gouvernements ultra-conservateurs, tels en Russie, Pologne, Hongrie, qui éliminent pratiquement l'opposition libérale et socialiste, qui prétendent représenter le peuple entier. Souvent par un discours nationaliste, eurosceptique et ethnocentré. On utilise populiste aussi pour désigner les partis et les chefs politiques qui donnent des promesses irréelles dans des situations financières difficiles, comme ceci se passe en Espagne, en Italie ou en Grèce. On désigne de populistes des partis comme Syriza, les 5 étoiles de Grillo en Italie, ou même Podemos. Tout à l'heure, notre collègue nous a rappelé ceci. Enfin, populiste signifie tout ce qui est opposé à un consensus politique plus ou moins existant entre les partis dits traditionnels. Sur quelle question? Sur la question du capitalisme contemporain. Tout ce qui semble être une critique radicale, là j'introduis mon second terme, radical, du capitalisme contemporain est censé, dans le discours dominant, en quelque sorte, être considéré comme populiste, parce que ça donne des attentes irréelles qu'on ne peut pas accomplir. Donc le populisme paraît comme une notion qui encadre des phénomènes fort différents, voire opposés, même si dans certains cas, on peut parler d'une base commune de désenchantement de la démocratie existante, ou au moins désenchantement de ces modèles à suivre, les modèles démocratiques à suivre, les modèles dits occidentaux, peu importe, les modèles auxquels on se réfère quand on parle de la démocratie. Mais cette difficulté de dénommer ou de nommer les phénomènes politiques va de pair avec la crise de l'usage de concepts et de notions en sciences politiques, aussi en sciences humaines de manière plus générale. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Souveraineté, comprise comme un droit exclusif d'exercer l'autorité politique dans un territoire délimité. Souveraineté nationale n'est-elle tellement limitée qu'on peut même dire que la mondialisation a pratiquement détruit cette souveraineté nationale. Et cette souveraineté nationale, limitée par la mondialisation,
mondialisation semble bien contestée partout. Mais on voit des expressions, disons, contraires, qui se réclament à cette souveraineté nationale dans des cas différents et qui sont considérés différemment par l'opinion publique, comme le Kosovo de notre côté, mais la Crimée de notre côté. Ou bien souveraineté du peuple. Et l'usage, par exemple, du référendum comme un instrument de la démocratie directe. Le référendum grec, organisé par Syriza, a été rejeté d'une manière complètement consensuelle par toutes les élites gouvernantes de l'Europe, de gauche à droite. Tout le monde a dit, on ne fait pas un référendum sur un point comme ça. Ainsi, on peut dire, il ne faut pas faire des référendums du tout, parce que le public ne doit pas se proposer sur des sujets où il y a des experts, des gens qui connaissent, donc les élites qui sont mieux informées et mieux préparées à aborder ce genre de sujet. Donc, tout le discours, disons, des fameuses politiques dites impopulaires. Qu'est-ce que ça veut dire, des politiques impopulaires? Des politiques que les gouvernements font avaler aux populations, en quelque sorte. C'est pour ça qu'on les appelle impopulaires. Et donc, on commence à se demander, mais où est le problème? Et où est le problème, surtout avec notre démocratie représentative? Ou des sujets comme la révolution et la révolte populaire. On a longtemps parlé du printemps arabe, mais on a parlé aussi de ses dérives. La révolution semble avoir mangé ses enfants, comme elle fait toujours, mais on n'a aucune garantie que dans 10 ans, par exemple, ou dans 50 ans, on aura une nouvelle, disons, société dans le monde arabe qui ne sera pas marquée par l'autoritarisme ou l'islamisme, ou peu importe, etc. Donc, ces dérives islamistes, disons, c'est le résultat d'un phénomène démocratique, donc le vote majoritaire aux élections. Quoi parler quand on utilise des termes comme laïcité et multiculturalisme, des termes qui sont tellement controversés maintenant et qui sont mis en question, beaucoup mis en question, sont-ils opposés ou complémentaires? Laïcité et multiculturalisme. Est-ce qu'on peut produire un fondamentalisme laïque comme on peut produire un fondamentalisme multiculturel, comme on produit un fondamentalisme religieux, islamique ou chrétien? Ça se peut. Donc on peut toujours aller aux extrêmes. On peut toujours aller aux extrêmes et ainsi nier, si vous voulez, le sens même des notions qu'on utilise. Laïcité et multiculturalisme sont-ils opposés ou complémentaires? Ou comment gérer des questions comme, par exemple, le port du hijab, de la burqa, du niqab dans les pays européens? Quel genre de compromis est possible? Quel genre de réaction? Et réaction contre quoi? L'expression de quoi? Le port du niqab, par exemple. Ou du foulard, tout simplement, pour rester dans quelque chose qui semble plus acceptable. Ou démocratie. De quoi on parle? Un régime ou type de société? Quel rapport avec le capitalisme de marché? C'est une question qui m'intéresse depuis un certain moment et je trouve qu'on est dans une situation où il y a une genre de disjonction entre la démocratie représentative libérale de type occidental d'un côté et le capitalisme contemporain avec ses principes marchands de concurrence, etc. Donc là, il faut chercher un nouveau rapport, un nouveau mariage. Un mariage que l'Occident a réussi à faire à un certain moment, mais qui aujourd'hui est mis en question de mon avis. Aussi, quel est le rapport entre un régime démocratique et un régime qu'on appelle oligarchie ou plutocratie, tout simplement? Ne voit-on pas dans la plupart des démocraties dites développées que quand même les grandes questions, les grandes décisions sont prises par qui? Qui est l'acteur essentiel? Mais évidemment, les couches plus aisées, plus instruites, ceux qui les élites, en bref. Et donc là, je me pose
un certain nombre de questions qui ont été abordées d'une manière et d'une autre. Dans toutes les mobilisations actuelles, on voit bien une demande citoyenne qui vient de parties très très différentes de la société, des parties qu'on réussira difficilement à réunir. Mais c'est une demande, de mon avis assez claire, d'une participation plus visible, plus réelle des citoyens dans tout le processus de prise de décision, mais aussi d'élaboration de ces éditions et de ces politiques. Donc les citoyens, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils disent, c'est pas tellement, ou peut-être c'est pas réellement la question de débattre au sujet de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, personne n'a les véritables solutions. C'est difficile de trouver. Donc il y a tellement d'éléments dans la vie, de pression, de conditions, qu'on n'arrive pas vraiment facilement de dire, voilà, un programme de 10 points, et si on les réalise, on va arriver à un changement assez radical vers le bien. Non. Les citoyens disent plutôt, ce qui compte, c'est qui décide de ce qu'on doit faire. Qui décide? Qui va le faire, en bref? Et c'est pourquoi quand on regarde un peu la situation en Grèce, Syriza qui organise un référendum, qui gagne après ce référendum des élections anticipées, et qui fait exactement ce qui a fait le contraire. Bon, mais on se dit, mais pourquoi les Grecs acceptent ça? Mais justement, c'est la question. Les Grecs peut-être se rendent compte qu'on ne peut pas faire autrement, tout simplement. Ils ont avalé la situation. Sauf que pour eux, maintenant, il est important de savoir que quelqu'un d'autre, pas ceux qui nous ont amenés jusqu'à cette situation-là, mais des autres qui n'ont jamais gouverné avant, qu'ils le fassent. C'est mieux. Hein? Comme si, dans le cas où vous choisissez votre dentiste, vous savez très bien qu'il va vous faire du mal, un peu, voilà, subir du mal, mais vous choisissez quand même celui que vous préférez, en quelque sorte. Mais, je reviens pour finir, parce que je regarde ma montre aussi. Comment ou est-il possible de faire participer tout le monde dans le processus démocratique? N'est-il pas la nouvelle utopie? Si c'est une utopie, il faut le dire, c'est une utopie, donc on arrête de parler de l'élargissement de la démocratie. Donc on s'arrête là où on est et on se dit notre démocratie électorale libérale est un des modèles possibles. Il y a plusieurs façons de gouverner les sociétés. On va à plusieurs autres modèles. Mais en fait, faire participer tout le monde dans la politique, ça veut dire qu'il faut penser à la fin de la politique professionnelle. Qu'il y a des professionnels de la politique qui sont beaucoup plus compétents que les autres, qui prétendent être plus compétents que les autres et qui assument en même temps, ou plutôt s'approprient du monopole de la prise de décision politique, de la formulation même des décisions politiques. Et donc là, est-ce qu'on peut mettre fin à la politique professionnelle alors que la politique est déjà tellement professionnalisée? C'est une question qui n'est pas évidente, qui n'est pas facile. Mais peut-être qu'on ne peut pas substituer la politique professionnelle par une politique non professionnelle. Non. Peut-être qu'il faut compléter la politique professionnelle par des mécanismes qui mettent les citoyens dans le véritable débat et l'élaboration des décisions démocratiques. Comment ça peut se faire? Mais ça peut se faire de manière différente. Par exemple, ce qu'on connaît sous le terme de démocratie délibérative et toutes sortes d'initiatives citoyennes où les citoyens essaient de délibérer et de proposer des solutions, pas des solutions professionnelles, mais citoyennes, mais aussi le tirage au sort. Le tirage au sort, je suis vraiment devenu un grand fan de cette procédure démocratique ancienne. Ce n'est pas évidemment la panacée.
de notre déficit démocratique. Mais c'est une façon d'intéresser beaucoup plus de gens à participer dans le processus politique et démocratique. Donc on peut, à côté de nos institutions élues, avoir des institutions qui sont tirées au sort et où on peut impliquer plus de citoyens qu'on peut impliquer autrement, par un référendum par exemple.